Je me présente, je m'appelle Benoît Cazaret, j'ai 32 ans et demi, donc je suis né en 1986, c'est-à-dire la dernière année où le moteur turbo de la première époque a rugi avec Renault en Formule 1, puisque en 1985 l'activité châssis s'est arrêtée définitivement par la décision de son PDG Georges Besse. Et moi, j'ai fait des études d'histoire et je suis en train de les achever, puisque je m'apprête à soutenir ma thèse le mardi 18 décembre prochain à Sorbonne Université, section lettres, anciennement Paris-Sorbonne, Paris 4. Et durant ma période de thèse, durant la préparation de ma thèse, j'ai écrit un livre que j'espère de référence en la matière, c'est Renault en compétition. C'est un livre que j'ai écrit à partir de mon master d'histoire que j'ai consacré à l'histoire de Renault et la compétition automobile de 1899 à 1985. Vous allez voir pourquoi j'ai dit 1899, parce qu'officiellement Renault n'a commencé à courir que durant l'été 1899. Et il n'y a jamais eu de course de Renault avant le Paris-Trouville 1899, au mois de juillet. Et il s'étendait jusqu'en 1985, parce que vous savez que quand on est à l'université et quand on fait de l'histoire contemporaine, on n'est pas non plus dans l'histoire du temps présent. Il faut au moins que ça ait quand même une trentaine d'années pour que ça soit considéré comme de l'histoire, sinon ça devient de l'histoire du temps présent. Donc j'ai choisi, par commodité, de m'arrêter à 1985. C'était d'autant plus pratique que je considère, ma foi, que Renault ne fait plus vraiment de la compétition à 100% depuis son arrêt de 1985. Puisqu'après, ça a été plutôt un rôle de motoriste que Renault a tenu, plus qu'un rôle de véritable écurie de Formule 1 à proprement parler, même quand il y a eu les deux titres de champion du monde en 2005 et 2006. Pour moi, on ne peut pas dire que ça soit vraiment des Renault, dans la mesure où c'est l'écurie Benetton de Flavio Briatore qui a été choisi par le PDG Carlos Ghosn pour former la nouvelle écurie Renault F1 Team. Et la nouvelle écurie Renault F1 Team a été créée en expurgeant tout ce qui restait de français et de Renault, avec le fait que des gens, par exemple, Christian Gonzalez et Patrick Faure, ont été remerciés littéralement. Donc on ne peut pas considérer à proprement parler que l'écurie Renault F1 Team, qui gagne en 2005 et 2006 le championnat du monde de Formule 1 avec Fernando Alonso, est une véritable écurie Renault de Formule 1. Moi j'appelle ça plutôt une écurie Renault Benetton en Formule 1. Si ça vous intéresse, vous pouvez le dire. Mais quoi qu'il en soit, mon livre Renault en compétition s'arrête en 2014, car je l'ai terminé en 2014 et il est sorti en 2015. Et donc pour le grand public, il fallait que ça soit le plus proche possible de l'actualité. On est dans une époque où on ne voit que l'instantanéité de l'information, on est dans l'ère journalistique, on est dans l'ère médiatique à 100%. On n'a aucune prise de recul qui est faite aujourd'hui, et ce qui intéresse les gens, c'est avant tout ce qui est le plus proche d'eux, et ce qui est loin dans le temps ou un coup entre les deux. Ils considèrent que ce n'est pas d'un grand intérêt, ou alors ça devient de l'histoire et on aime ou on n'aime pas l'histoire. Pour les anciennes voitures, il y a des gens qui aiment les anciennes, il y a des gens qui ne les aiment pas, qui préfèrent la nouveauté, en ne comprenant pas toujours d'ailleurs que la nouveauté qu'ils préfèrent deviendra le passé juste après. Voilà. Donc, ma thèse, je l'ai axée sur la période 1959-1982 de l'histoire de Renault, et je l'ai axée un petit peu
et même à proprement parler, sur les liens entre la compétition automobile et le parrainage puis le sponsoring pétrolier. Et je me suis intéressé au pétrolier d'État, ELF, qui a été notre seul pétrolier d'État, qui est né en 1967 comme marque et en 1966 à travers l'entreprise de recherche d'activité pétrolière, PERA. Je ne suis pas là pour vous parler de ma thèse, je suis là pour vous parler de l'histoire de la Renault. Donc, dans l'histoire de Renault, il faut bien comprendre que cette année, nous fêtons les 120 ans de Renault. Mais si on regarde de plus près, si par exemple vous vous amusez à consulter des archives, des très vieux livres automobiles ou des très anciennes revues, d'à l'époque qu'on appelait les voitures sans chevaux, eh bien vous verrez que le 1er janvier 1898, Renault, ça n'existait pas. D'ailleurs, à l'époque, il y avait plus de 250 constructeurs automobiles en France. C'était des artisans. Le taylorisme et le fordisme n'étaient pas du tout rentrés dans le bain. C'était souvent un artisan qui faisait avec quelques apprentis, on appelait même, on ne pouvait même pas parler vraiment d'ouvriers parce que chacun ils n'étaient pas vraiment spécialisés, ils faisaient des œuvres d'art, ils faisaient des automobiles. D'ailleurs, comme on disait à l'époque, pour quelques gentleman drivers qui étaient fortunés et tout le monde était loin de posséder une voiture et d'avoir un permis de conduire. D'ailleurs, la sécurité routière n'existait pas. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en 1898, on avait une limitation de vitesse à 12 km/h. Quelqu'un qui dépassait 12 km/h, je ne sais pas comment il faisait pour mesurer les 12 km/h, eh bien, il avait un procès verbal de la maréchaussée. Voilà comme on disait à l'époque. Et il y a d'ailleurs une grande dame de l'aristocratie qui vivait au château de Brissac, qui a été prise à aller à plus de 12 km/h près du bois de Vincennes et elle a été arrêtée parce qu'elle a même été en procès, parce que, en plus c'était une femme, oh là là, quelle catastrophe, plus de 12 km/h, c'était monstrueux. Bon. Fin de l'anecdote. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1898 ? Et en 1898, si on cherche bien à Paris, et plus précisément à Boulogne-Billancourt, nous avons une société de drapiers, de père en fils, qui s'appelle les Draperies Renault. Et nous avons 3 frères. Fernand, l'aîné, qui est l'héritier, puisqu'il y a encore une forme de droit d'aînesse dans le monde entrepreneurial, et qui a donc hérité de l'entreprise de son père, qui est décédé. Et nous avons Marcel, qui le seconde. Fernand, c'est plutôt un spécialiste de tout ce qui est comptabilité. Marcel, il va gérer l'usine, si on peut parler d'usine de draperie. Puis on a le dernier, le petit dernier, Louis, qui est encore au lycée, qui est âgé, on va dire, au départ, il est âgé de 14 ans quand il commence à faire ses codes recyclables moteurs en 1998, il a 21 ans. Et Louis, il est, on va dire, il n'est pas du tout passionné par les draps. Louis, ce qui lui plaît, ce sont les quadricycles à moteur. En gros, les voiturettes, les ancêtres des automobiles. Et il commence à bricoler dans son petit atelier qui s'est aménagé près de la maison familiale à Boulogne-Billancourt, à l'île Seguin, sur l'île Seguin, où il y aura la future usine de la société anonyme des usines Renault. Il bricole une voiture qui ne va pas tarder à appeler la Renault Tipa. Et le 24 décembre 1898, il fait un pari avec ses 2 frères. Il dit devant tous les convives
d'un restaurant de Montmartre qu'il est prêt à faire un exploit, c'est-à-dire la remontée de la rue Le Pic. La rue Le Pic, c'est une sacrée pente. Aucune automobile, certainement pas une voiturette, n'avait jamais réussi à faire ça. Et il y a alors Fernand et Marcel disent, écoutez, Louis, c'est de la folie, vous ne pouvez pas faire ça, etc. Et puis il y a un avocat qui dit, d'accord, banco, si vous réussissez, jeune homme, je vous commande une voiture et je dirais à mes collègues de faire de même. Et Louis Renault réussit. A réussi à remonter la rue Le Pic avec sa voiturette Tipa. Et là, moi je pense que c'est intéressant de commencer par là, parce que c'est une forme de compétition, c'est une forme de défi. Si là on n'est pas dans une course de ville à ville, on est déjà aux prémices de la course de ville à ville. Et on voit que pour se faire connaître, c'est par l'exploit qu'on se fait connaître à cette époque. C'est par l'exploit et ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas imaginer sortir la tête de l'eau, vous voyez, ça c'est la Renault Tipa. On ne peut pas imaginer sortir la tête de l'eau avec 249 concurrents si on ne fait pas quelque chose d'extraordinaire. Et très vite, Louis Renault se renseigne pour que sa société prenne forme. Alors ses frères croient en lui à partir de là. Et il fait une première innovation qui est la prise directe à carbone et pignon dont on avait parlé tout à l'heure. Prise directe à carbone et pignon. Et le 9 février 1899, il dépose le brevet. Et à la fin du mois, apparaît la société Renault Frères Automobile. Les automobiles Renault Frères. La société automobile Renault Frères, elle va durer jusqu'en 1906. Jusqu'à temps que Louis Renault se retrouve seul. Parce qu'il va en perdre des gens le pauvre. Dans un premier temps, tout se passe bien. La première chose qu'il faut faire pour vendre des voitures, j'ai coutume de dire, à la manière de Gilbert Attry, qui était le grand historien de Renault, qui avait écrit L'époque héroïque, on s'apprête à entamer, qu'il fallait à cette époque, pour le paraphraser, courir pour survivre et gagner pour prospérer. Mais est-ce que vous imaginez seulement ce que signifient les courses de ville à ville? Une course de ville à ville, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle. Vous allez d'un point à un point B, par exemple, vous allez de Paris à Trouville, avec une voiture qui va maximum à 15-20 km/h, mais avec des concurrents qui peuvent s'arrêter, qui peuvent, à cette époque-là, les routes ne sont pas bitumées, donc c'est sur de la terre. Vous imaginez qu'ils peuvent s'amuser à vous mettre des clous sur la route, à faire des cul-de-sac, à inverser les panneaux pour que vous vous retrouviez non pas à la prochaine étape, mais dans la mare de canard du voisin d'à côté. La course de ville à ville, c'est ça, c'est impitoyable. Eh bien, Louis Renault, avec son frère Marcel, qui court et Fernand s'occupe de l'usine, vont réussir l'exploit de gagner le Paris-Trouville 1899 au mois de juillet et le Paris-Ostende 1899 au mois d'août. Et alors là, ça va. En fait, ils ne vont cesser d'accumuler les victoires en course de ville à ville jusqu'en 1901. Et en 1901, ils deviennent la première entreprise automobile de France, alors qu'ils ont 2 ans d'existence. Un exploit qui n'a jamais été reproduit. Ils vont même jusqu'à doubler Peugeot, qui avait participé et gagné la première course automobile en 1895, qui était le Paris-Rambouillet. C'est du jamais vu, quand on y réfléchit. Renault, c'est vraiment l'histoire de l'audace et du défi. Et
Et c'est l'histoire de succès sans commune mesure avec ce qu'on peut imaginer, d'autant qu'en plus, ce sont des voiturettes. Ce ne sont pas des grosses voitures. Ce ne sont pas des voitures moyennes, parce qu'à cette époque-là, vous avez 3 catégories. En course, vous avez la voiturette, la moyenne voiture et la grosse voiture. Et pour couronner le tout, au Paris-Moscou 1901, parce qu'ils ont été jusqu'à Moscou, ils ont gagné avec une voiture légère, équivalent d'une Formule 2 des années 70, ils ont battu les Formule 1 de l'époque qui étaient les grosses voitures, les Morse, etc. Ils vont gagner le Paris-Moscou. Et entre-temps, ils avaient gagné le Paris-Berlin en 1900. Donc, malheureusement, cette époque faste s'achève dans la tristesse et dans la douleur par le terrible Paris-Madrid 1903. Et ce qui va se passer, c'est que si vous voulez, quand les courses de ville-à-ville, il y avait quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y avait pas de qualification, parce que ce n'était pas des circuits. Donc on tirait au sort aux numéros. Et quand vous aviez tiré le mauvais numéro, par exemple, si vous tiriez le numéro 1, vous étiez déjà premier, vous n'avez plus qu'à rester premier, c'est tranquille. Mais aussi, si vous tiriez le numéro 63, par exemple, vous étiez 63e. Ça veut dire qu'il fallait éliminer 62 concurrents. Et c'est ce qui va arriver à Marcel. Marcel Renault, qui était le coéquipier bien aimé de son frère Louis, le petit frère qui lui tire le bon numéro et réussit à prendre la tête du Paris-Madrid 1903 et arrive en tête à Bordeaux. Eh bien, Marcel Renault ne franchira pas le cap de Coué-Vérac, puisque en remontant à toute vitesse de la 63e place jusqu'à la tête de la course, il va se retrouver enfumé par un autre concurrent. Bah oui, à l'époque, l'hypocatalytique, ça n'existe pas. Et malheureusement, il va faire une sortie de piste terrible. À cette époque-là, c'était pas encore bitumé. Et il va être atteint à la moelle épinière. Et il va mourir. Et Louis Renault ne s'en mettra jamais. Et sur la tombe de son frère, il jure au mois de mai 1903 que plus jamais il ne participera de son vivant, il ne disputera une compétition automobile. Et par contre, il comprend que la compétition automobile est vitale pour sa société. Et il décide de faire de son mécanicien Ferenc Six, qui est un Hongrois avec qui il est parce qu'à l'époque, on courait à deux, c'est-à-dire que vous aviez le pilote, vous aviez le copilote qui était en même temps mécanicien. Et Ferenc Six, qui est son ami proche, il décide d'en faire le pilote. Ferenc Six devient pilote. Mais comme les courses de ville à ville ont disparu, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire? Et on se dit que pourquoi les courses de ville à ville sont si mortifères? C'est parce que les voitures roulent de plus en plus vite, c'est parce que les pistes ne sont pas balisées et ne sont pas sécurisées. Donc, l'Automobile Club de France a une idée, en la personne d'Émile Deutsch de la Meurthe, c'est de se dire pourquoi on ne ferait pas un circuit au lieu de faire une course de ville à ville. Un circuit, ça veut dire qu'on revient au point de départ et on fait des tours de piste jusqu'à temps qu'on arrive à un temps, une distance donnée, et le vainqueur, c'est celui qui a tenu la distance tout en gardant la tête de la course. C'est l'invention du Grand Prix. Et le premier Grand Prix de l'histoire va se faire sur le circuit de la Sarthe, le futur circuit des 24 heures du Mans. Et on appellera ça le Grand Prix de l'Automobile Club de France, de l'ACF, et ça sera en juin 1906 qu'il sera disputé. Et encore une fois, c'est Renault qui gagne. La nouvelle Renault de Grand Prix remporte le Grand Prix avec
Ferenczi au volant, et toujours avec un mécanicien à ses côtés. Donc les premières voitures de Grand Prix ne sont pas des monoplaces, mais des biplaces. Et Ferenczi donc, fait l'exploit de gagner le premier Grand Prix de la CF. Et à l'époque, des Grands Prix, dans un premier temps, c'est uniquement français, puisque Indianapolis, ça sera qu'en 1912. C'est pas tout de suite encore Indianapolis. Ça sera en même temps que la naissance du rallye Monte Carlo. Le rallye n'est pas encore né non plus. Le rallye, c'est pour se dire, on va revenir un peu aux courses de ville à ville, mais de façon plus sécurisée. Donc le Grand Prix, l'ancêtre des Grands Prix, tous les Grands Prix de Formule 1, c'est le Grand Prix de France 1906. C'est extraordinaire. Indianapolis 1909, Monte Carlo 1900, pour se donner un petit peu de point de repère. Pour Daytona, la NASCAR aux États-Unis, il faudra attendre 1947. C'est pas tout de suite. C'est bien plus loin dans le temps. Donc vraiment, les origines de la course automobile sur circuit, c'est le circuit de la Sarthe en 1906 et le circuit d'Indianapolis en 1909. Un peu cocorico, ça fait pas mal. Alors, on continue. Le problème, tous les ans, donc, il y a toujours ce Grand Prix de la CF, mais en 1907 et 1908, les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que le règlement devient de plus en plus exigeant et on limite le réservoir d'essence à 30 litres. Or, Ferenczi n'était pas d'une génération à gérer la consommation du carburant. Ferenczi va donc être inquiet de sa consommation de carburant et décide de lever le pied, ce qui fait qu'il se fait dépasser par la Fiat de Felice Navarro. Et il perd le Grand Prix de France de la CF en 1907. Et en 1908, il se fait battre par Mercedes-Benz. Et là, le Renault dit, c'en est trop, ça suffit, on arrête. Et à partir de 1909, il interdit à quiconque, non seulement il arrête les activités de compétition de la société anonyme des usines Renault, parce qu'il faut comprendre qu'entre-temps, je suis parti dans la compétition, mais il faut comprendre que 1906, ça a été une année terrible pour le Renault, parce que non seulement il a perdu sa mère, mais en plus il a perdu son grand frère, Fernand. Pour avoir perdu le frère intermédiaire Marcel, il a perdu Fernand, qui est mort de maladie, et donc le Renault est devenu, bien malgré lui, le président directeur général de la société anonyme des usines Renault, qui n'est plus Renault Frères, à partir de 1906. Donc il a toute l'usine à gérer, il ne peut plus s'occuper des voitures de course, il ne peut plus faire les nouveaux modèles comme il veut, il est obligé de les confier au premier bureau d'études, donc c'est plus comme avant. Et lui, Renault se dit, c'est bien joli la compétition, mais aujourd'hui je suis le premier constructeur automobile de France. À l'époque, on se moque pas mal de l'Europe, voire du monde. En France, c'est très bien d'être premier. Il y a encore 200 constructeurs donc c'est pas trop gênant. Voilà. Et puis l'automobile n'est pas encore, on va dire, entré dans la consommation de masse. Et en France, on n'est pas dans l'ère de la consommation de masse. Pour les États-Unis, pour la généralisation des voitures à travers la Ford T, il faudra attendre 1919. On n'en est pas encore là. C'est après la Première Guerre mondiale. Donc, Louis Renault se dit, je vais me consacrer à faire des voitures pour les gentlemen drivers qui m'en commanderont, mais je ne vais plus courir à perte, surtout d'ailleurs si ça fait du tort à ma réputation et si je ne suis pas sûr de gagner. Donc, l'aventure, dans un premier temps, s'arrête là. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, donc évidemment, l'aventure des Grands Prix. On ne reverra pas une Renault avant 1977 et ça sera la Renault F Turbo RS01. Pour vous donner une idée. Et alors, évidemment, ce qui va
poser un énorme problème, et ce qui va encore plus, on va dire, empêcher Louis Renault de revenir sur ses idées d'arrêter la compétition automobile et de revenir à la compétition, c'est la Première Guerre mondiale, qui va durer, comme vous le savez tous, de 1914 à 1918. Alors je voudrais m'attarder un peu sur la Première Guerre mondiale, parce que vous allez comprendre pourquoi Louis Renault n'est parvenu à la compétition automobile de lui-même et pour le plaisir de faire de la compétition, où on va dire comme avant, c'est-à-dire en se disant je vais gagner uniquement par rapport à ma marque pour, en tout cas, à partir du moment où Louis Renault est consolidé au niveau de son entreprise, il n'avait plus de raison de courir, mais il a quand même continué parce que plus on gagne, mieux c'est quand même. Mais là, il va revenir à des problèmes, je dirais, plus sérieux, c'est la concurrence. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, Louis Renault va consacrer l'ensemble de ses activités à créer du matériel militaire, des moteurs d'avion, les fameux caudrons Renault, et les fameux chars d'assaut FT qui apparaissent en 1918 pour la deuxième bataille de la Marne. Et donc, à tel point d'ailleurs qu'en 1919, le sigle Renault, ça va plus être les initiales des trois frères entrelacés, il avait gardé ça. Ça va devenir un char d'assaut, le char FT. Mais ça va être une catastrophe pour le Renault, parce que les gens, quand ils vont voir des Renault, ils vont tout de suite penser à la Première Guerre mondiale, ils ne vont pas du tout vouloir en acheter, parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de la guerre. Mais Louis Renault va faire la bêtise de garder le char d'assaut jusqu'en 1923. Et en 1923, Louis Renault va enfin comprendre qu'il faut marquer Renault, il va d'abord faire un rond avec des bandes, et il va marquer Renault au milieu des bandes, dans un premier temps, comme une sorte de volant en fait, il va marquer Renault. Puis après il se dit, il va falloir que je trouve quelque chose qui représente ma marque. Il va continuer à chercher, mais entre-temps, il est rattrapé par les réalités. Il faut savoir qu'il y a un nouveau constructeur automobile qui arrive de façon tonitruante en 1919, c'est André Citroën. Et André Citroën, c'est un petit jeune que Louis Renault a épaulé par le passé et qui va poignarder dans le dos son maître. Non pas en s'associant avec lui, mais en créant de son côté sa société et en ayant pour objectif d'être calife à la place du calife. Et ça, Louis Renault ne peut pas tolérer. Donc, va commencer alors une guerre entre André Citroën et Louis Renault qui durera jusqu'en 1936, jusqu'à temps que André Citroën rende son dernier sanglier. Donc ça sera une guerre qui va durer près de 20 ans. Et Louis Renault refusera même de reprendre Citroën pour que le nom de Citroën disparaisse, et ça sera finalement Michelin qui rachètera Citroën. Vous allez comprendre pourquoi je parle de Citroën, parce que Louis Renault va se lancer dans ce qu'on appelle les folles équipées. Je reprends encore l'expression de Gilbert Attray, qui est grand historien de Renault, et qui avait écrit les folles équipées après l'époque héroïque. Il avait d'abord écrit l'époque héroïque en 1979 chez JCM, il avait écrit ensuite les folles équipées en 1985 chez Renault Éditeur. C'est tout ce qu'on avait sur une histoire générale de Renault Compétition, et ça s'arrête en 1939. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce livre Renault Compétition, pour que les gens aient une vision d'ensemble. Voilà. Pour dire certaines vérités, peut-être qui peuvent déranger, et que les journalistes trop complaisants ne disent pas suffisamment. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'époque des folles équipées sans parler de la rivalité entre Renault et Citroën. Parce que vous avez déjà entendu parler de la croisière jaune. Citroën, ils étaient partis
avec des véhicules achetés, et ils étaient allés jusqu'en Chine, etc., avec leurs véhicules. Et lui, Renault décide de faire la même chose, mais en Afrique, avec des véhicules à roues à 6 roues. Ça sera la période des années 20 qui va caractériser ça. Et puis parallèlement, j'accélère un petit peu parce que ça fait déjà 35 minutes que je parle, il faut qu'on change d'époque. Parallèlement, vous aurez les records qui vont commencer. Je vous cite la Renault 40 chevaux, la Renault Nerva Sport, la Renault Torpedo NL, la petite Torpedo NL, avec la naissance de l'autodrome de Luna-Montlhéry, qui va d'ailleurs entraîner non pas un affrontement entre Renault et Citroën, mais un affrontement plus européen, un affrontement entre Renault et Bentley. Et à chaque fois que Bentley battra le record de Renault, Renault rebattra le record de Bentley. Donc il y a vraiment la compétition automobile qui bat à nouveau son plein. Et Renault ne revient pas au Grand Prix, puisque les Grands Prix sont devenus non plus l'apanage des grands constructeurs généralistes, mais de nouveaux constructeurs de voitures de sport et de luxe de type Bugatti, de l'âge, de la R. Et c'est la grande époque d'ailleurs de Bugatti, puisque les Bugatti type 35 écrasent tout sur leur passage à partir des années 1925-1926. Et donc les Renault ne se voient pas créer une voiture de sport pour affronter ces monstres. Et ils décident par contre de mettre le budget de la compétition automobile dans le rallye. Parce que le rallye Monte-Carlo, qui est apparu en 1911, devient de plus en plus prestigieux. Et là, il va lancer une voiture qu'on connaît, qui est très connue à l'époque, qui s'appelle la Renault 40 chevaux, qui a fait à la fois des records et du rallye, qu'on appelle le Pullman de la route. Parce que c'était vraiment une voiture qui arrachait, si je puis dire. Et ensuite, ça sera l'idée du rallye. C'est une idée qui va prévaloir très longtemps à la régie Renault, jusqu'à temps que Elf mette son grain de sel à partir des accords de préconisation de 1968. Et ça durera, je dirais, jusqu'à la berlinette. Et ça se retrouve encore avec la Renault 5 Turbo. C'est cette idée que c'est une idée qui est très bien résumée par le président Pierre Le Faucheux après la Seconde Guerre mondiale, à savoir qu'on va vendre une voiture qui va être dans un catalogue, et donc on ne voit pas pourquoi on ferait courir une voiture qui serait différente de celle qu'on propose. Autrefois, il faut savoir que les voitures des courses de ville, les voitures des Grands Prix, on pouvait se les offrir. On pouvait avoir exactement la même qu'avait gagné le Paris-Deauville 1899, etc. Là, c'était la Renault type B. Et alors qu'à cette époque, c'est encore vrai, une Bugatti type 35, on peut en avoir une. Mais lui, Renault se dit, ça pourrait être beaucoup plus intéressant pour démontrer la robustesse des voitures, de faire du rallye. Et le rallye Monte-Carlo commence à avoir le vent en poupe, et c'est pour ça qu'il se lance dans l'entreprise du rallye Monte-Carlo, qui est vraiment le rallye de référence. Et c'est le tout premier rallye du monde. Et le plus connu et le plus vieux rallye du monde, puisqu'il date de 1911. Donc, jusqu'en 1939, jusqu'à la déclaration de guerre, il se consacrera à préparer ses voitures pour le rallye Monte-Carlo, même pendant la Grande Dépression, même pendant les grèves de 1936. Il abandonnera peut-être les records, mais au profit du rallye Monte-Carlo, jusqu'au bout. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, lui, Renault, qu'on a accusé à tort d'avoir collaboré, va faire en sorte de saboter son usine, c'est-à-dire il va mettre du sable dans les réservoirs, il va mettre les canons à l'envers sur les chars qu'il fait pour les Allemands nazis, etc. Et pendant ce temps-là, il prépare la suite. Le Renault a compris, depuis qu'il est allé aux États-Unis, depuis qu'il est allé voir Henry Ford, il a compris aussi avec la fameuse auto jaune de Citroën
qui avait été développée pour devenir la Forte française dans les années 20, que désormais l'avenir est à la voiture populaire. Et c'est pour ça qu'il va développer la Renault 4 chevaux, qui va devenir la voiture phare de l'après-Seconde Guerre mondiale, et qui va sauver l'entreprise Renault qui devient la Régie nationale des usines Renault en 1945. Et Pierre Le Faucheux, qui prend la tête de la société après la mort de Louis Renault dans des conditions tragiques, on sait aujourd'hui qu'il est décédé dans sa prison, il était achevé à coups d'armes de fer par des gens de la milice de Darlan qui s'enfuyaient. Ils ont voulu régler leur compte avec le Renault parce qu'ils avaient compris qu'il n'avait pas vraiment très bien collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ils ont voulu se manger sur lui. Et ils sont partis. C'est pas drôle, on parle quand même de la mort de quelqu'un. Et donc du coup, l'entreprise est nationalisée pour l'exemple, alors que Peugeot a beaucoup plus collaboré que l'a fait Renault, Armand Peugeot. Mais ce n'est pas un souci, il faut un exemple, et donc le gouvernement provisoire de la République française, qui a la pression, il faut le dire, des communistes, le Parti communiste français, le premier parti de France en 1945, donc le général de Gaulle décide de nationaliser la Régie nationale des usines Renault. D'ailleurs, c'est un petit peu dans sa politique, puisqu'il va faire toute une somme de nationalisation, dont la SNCF, dont l'énergie avec EDF, etc., pour créer vraiment un secteur public fort, avec cette optique de l'État-providence, avec les grands projets gaullistes, même depuis l'origine du mouvement. Ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Renault, il va falloir la vendre, la 4 chevaux. Et c'est compliqué de vendre la 4 chevaux. Parce qu'en face, il y a Michelin qui a sorti à travers la marque Citroën la 2 chevaux, qui est déjà née en 1938 en tant que prototype. Et elle sort en grande pompe en 1945, et c'est une sérieuse concurrente à la Renault 4 chevaux. Donc du coup, l'objectif, on va dire, de Pierre Le Faucheux, ça va être de faire courir la 4 chevaux afin de permettre à la régie Renault de survivre en se constituant une nouvelle gamme. Et ce qui est incroyable, c'est que la 4 chevaux, il va la lancer à la fois en rallye et en endurance. Parce que cette petite 4 chevaux que vous voyez là, c'est pas une voiture de rallye, même si elle a gagné le rallye de Monte-Carlo dans une autre version. C'est une voiture qui est au musée des 24 heures. Donc elle a gagné les 24 heures du Mans dans sa catégorie en 1950 et en 1951. Et fort de tous ses succès, François Lomong était le pilote de cette 4 chevaux. D'ailleurs, il ne faut pas oublier Jean Ramellier qui pilotait aussi une 4 chevaux, mais lui en rallye, et qui va commencer à la transformer et qui va faire des coachs, ce qu'on appelle, et qui va donner naissance à une marque très connue aujourd'hui qui est Alpine, à partir de la 4 chevaux rouge. Mais on ne va pas aller trop vite, et si on regarde cette Renault 4 chevaux, eh bien, on peut considérer que c'est une voiture d'endurance qui a gagné les 21 heures du Mans dans sa catégorie. Et en 1951 est créé et constitué le service compétition Renault. Et donc, dans les années 50, l'objectif, attention, c'est pas de revenir au plus haut niveau en compétition, c'est de faire courir des voitures qu'on peut vendre en catalogue. Il faut savoir qu'à cette époque, il y a l'apparition de voitures de course à 100% à partir de la deuxième moitié des années 50 qui ne sont plus possibles d'être vendues au catalogue. Apparaissent des prototypes modifiés, etc. Et donc, ça n'intéresse absolument pas Pierre Le Faucheux de faire des Renault de compétition. D'ailleurs, il dit, il y a une phrase très connue de Pierre Le Faucheux, qui date même de la fondation du service compétition Renault en 1951, Renault n'a pas vocation à devenir une marque. Renault n'est pas une marque de voiture de course, il n'a pas vocation de devenir. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Mais ce Pierre Le Faucheux qui refuse des accords avec Amédée Gordini, qui est en difficulté avec Simca, qui refuse, ou du moins qui freine des cas de fer pour l'accord avec Turboméca et la naissance de la Renault étoile filante des records en 1955, va être rattrapé par le destin. Il décide d'aller à une conférence au début du mois de février 1955 et au volant de sa Renault Frégate, il fait une embardée, il rentre en collision avec un arbre et il a le crâne fracassé par sa valise. Et c'est la fin du premier président de la région Renault, remplacé par un autre qui s'appelle Pierre Dreyfus et qui ne partage pas les idées de Pierre Le Faucheux, qui a une politique plus ouverte. Pierre Dreyfus se dit très bien, la compétition automobile, tout ça coûte bien cher, mais c'est intéressant. Donc, Pierre Dreyfus se dit pourquoi ne pas avoir recours à des partenariats? Et ça sera tout l'objet des années 60. Les années 60, ça va être à partir de 1957-1958 le partenariat avec Amédée Gordini, ça va donner naissance à la Renault Dauphine Gordini, puis à la Renault Hit Gordini. On va avoir le lien avec Alpine, qui va devenir client de la régie Renault. La société des automobiles Alpine est constituée en février, décidément, c'est souvent le mois de février. 1955 par Jean Réguier. Pierre Dreyfus, la naissance de la société des automobiles Alpine, en même temps qu'il est en train de s'installer, et dans la mesure où Jean Réguier a profité de l'intermède entre son prédécesseur Pierre Le Faucheux et lui-même, ça ne lui plaît pas du tout. Parce que Alpine fait des châssis et des carrosseries. C'est donc problématique dans la mesure où Alpine demande des moteurs Renault, mais où une voiture, ce n'est pas qu'un moteur, et on va tendance, même si elle est motorisée par Renault, à faire de la publicité à cette société privée, quoique Jean Réguier ait conduit des Renault 4 chevaux et soit parti de Renault 4 chevaux. Donc c'est plutôt le nom d'Alpine qui va être retenu que le nom de Renault. Le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. Et donc il se dit, je vais faire d'Amédée Gordini mon partenaire, mais pour Alpine, il devra payer le moteur. Ça veut dire que Jean Réguier devait faire un chèque à la région Renault pour avoir un moteur Renault, et ça sera un moteur Renault Gordini. Et bon, par la suite, cette situation va devenir très difficile. Pourquoi? Parce qu'on arrive au milieu des années 60 et Alpine, avec son moteur Renault, s'est lancé dans des tas d'entreprises. Déjà, Alpine, avec la nouvelle A110 qui apparaît en 1962, va outrageusement écraser la Renault Hit Gordini dès la naissance. Donc la Renault Hit Gordini écrasée en rallye, il faut faire quelque chose pour que la Renault Hit Gordini, on en ait un souvenir impérissable, d'où d'ailleurs l'idée de faire une coupe monotype et l'apparition donc des formules de promotion, même si c'est une décision qui émane des journalistes du magazine Moteur, des gens comme Alain Berthaud par exemple, qui vont faire, ou Jacques Poisson, qui vont faire naître cette coupe Renault 8 Gordini. Elle est également financée par l'entreprise de pneumatiques Dunlop. La régie Renault voit d'un très bon œil la naissance de cette coupe Renault Gordini parce qu'on parle des Renault 8 Gordini. Donc c'est quelque chose d'assez essentiel pour la régie Renault. Et alors que la berlinette Alpine, on parle de la berlinette Alpine, alors la régie Renault prend toujours
comme habitude de dire, finalement, on va dire que quand les Alpines gagnent, on va les appeler les Renault Alpines, et quand elles perdent, on va les appeler les Alpines Renault. Oui, sauf que ça va mettre le feu au poudre, puisque le service compétition Renault va se mettre à acheter des Alpines et à les mettre aux couleurs de Gordini, à les mettre aux couleurs du bleu Gordini avec des bandes blanches. Et de l'autre côté, Jean Révélé, il va engager les Alpines Révélé contre les Renault, les Alpines Régie. Et ça va durer pendant 3 ans, de 65 à 67. D'ailleurs, j'ai eu le témoignage de Jean-Pierre Henriot qui avait été dans les deux camps. C'était assez drôle. C'est un pilote qui a été d'abord engagé par Renault et ensuite engagé par Alpine. Voilà. Et puis parallèlement, en plus, Alpine fait les 24 heures du Mans et il ne gagne pas, hein, à part des victoires aux indices énergétiques. Mais bon, voilà, c'est une époque assez compliquée. Et puis en 1967, Pierre Dreyfus siffle la fin des hostilités et dit cette fois-ci c'est plus possible. On va mettre en place un partenariat avec Alpine, mais la condition pour que le moteur soit gratuit pour Jean Révélé, c'est qu'il accepte de mettre le losange sur ses berlinettes. Et à partir du 1er janvier 68, toutes les Alpines Renault donc, apparaissent sur le catalogue de la région Nord et ont le losange. Et 2 ans plus tard, c'est le service compétition Alpine qui entre sous la coupe de la région Renault, puisque la région Renault rachète le service compétition Alpine aujourd'hui. Donc là, Renault prend les choses en main. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce changement brutal s'explique par l'arrivée d'un nouveau venu dans l'histoire de Renault, à savoir le pétrolier d'État, Elf. Alors je ne sais pas si on a le temps de faire l'histoire d'Elf. Ce qu'il faut comprendre pour Elf, c'est qu'à l'origine, c'est l'idée de réunir 2 sociétés de recherche qui étaient le Bureau de recherche des pétroles, qui était né en 1945, et la Régie autonome des pétroles, qui était née en 1939. Et les deux ont donné naissance à l'entreprise de recherche et d'activité pétrolière qu'on appelle l'ERA. Et à partir de cette société et d'une autre société qui s'appelle l'Union Générale des Pétroles, qui a été filialisée à l'ERA, et la filiale de l'Union Générale des Pétroles qui s'appelle d'abord l'Union Industrielle des Pétroles, puis l'Union Générale de Distribution, va donner naissance à la marque Elf et à la société Elf Rap avec la fameuse nuit des roues rouges. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la nuit des roues rouges du 27 au 28 avril 1967. Il y avait des pubs pendant un mois, de avril à mai 67, où vous voyez un rond rouge à côté d'un beau paysage, des choses comme ça, un petit peu partout en France. C'était une campagne publicitaire qui a eu un succès fou. Et la décision que Renault se mette avec Elf ne vient pas de l'État. On aurait pu le croire, mais le général de Gaulle était plus attaché à ce que Matra soit avec Elf. La décision que Renault se mette avec Elf, elle vient tout simplement de la rencontre entre 2 hommes, François Guiter, qui était le chef du service publicité de la société on va dire de Elf Distribution, qui était un organe d'Elf Rap, et de un certain Jean Terramorsi, qui était le directeur de la communication à la régie Renault et qui était à l'origine de la campagne à succès de la Renault 16 en 1965. C'est Jean Terramorsi qui a lancé la Renault 16, dont on parlait tout à l'heure. Et tout ceci donne naissance aux accords de préconisation. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que la préconisation. Les accords de préconisation entre la régie Renault et la société Elf-Rap, ça signifie d'un côté que Renault préconisait
Et de l'autre, ELF finance diverses activités de la région Renault, dont les activités de compétition automobile. Vous comprenez l'intérêt pour Pierre Dreyfus, qui se dit comme ça: j'aurai la compétition automobile qui va me permettre de vendre encore plus de voitures, et en même temps, je ne débourserai pas un centime. Et avec l'argent d'ELF, il achète le service compétition d'Alpine 2 ans plus tard, en 1970. Et à partir de là, tout s'enchaîne. ELF va pousser la régie Renault dans ses derniers tranchements, donc qui fait de la Formule 1. Dans un premier temps, de façon très brutale, avec un projet de Formule 1 en 1968 qui s'appelle l'A350. C'est une Alpine ELF sans l'autorisation de Pierre Dreyfus, le PDG de Renault. Alors là, ils vont dans une fureur noire et ils décident la destruction au chalumeau du prototype. Donc l'A350 sera détruite de fond en comble. Ils se sont vengés dessus. Dans un premier temps, elle est interdite et quand en 1973, la régie Renault prendra le contrôle de la Société des automobiles alpines. Pour l'exemple, l'A350 sera retrouvée et détruite au chalumeau. Alors qu'en plus, elle aurait pu rester un témoignage, mais il ne fallait surtout pas laisser de traces de ça. Mais je le sais parce que j'ai rencontré Richard Boulot qui m'a tout expliqué sur cette question. Qui était un Renault 5 Turbo complètement officiel, sans les sponsors 4 personnes. Et à partir de là, le sponsor 4 personnes disparaîtra. Il y a Bruno Sali qui l'a gardé au Monte Carlo, ensuite il va disparaître. C'est les transporteurs Savin 4 personnes. C'était, si vous voulez, l'ancien sponsor d'Alpine, donc la régie Renault. Il commençait à en avoir marre qui marquait Savin 4 personnes sur les voitures. Donc ils ont décidé désormais qu'il y aurait marqué Renault Elf sur la voiture pour les sorties de la voiture officielle. Et puis les voitures clients, il y aurait marqué les sponsors des clients ou des filiales de la régie Renault. Et voilà la vraie que j'avais vu à Boulogne-Billancourt dans son jeu, qui a été un peu transformé aujourd'hui parce qu'ils ont voulu la faire courir à nouveau. C'est un peu dommage parce que là, elle était vraiment dans son jeu d'origine. Elle existe aussi comme ça. Et bien, donc ça c'est la Renault 5 Turbo, groupe 4 du Rallye Monte Carlo 81, qui l'a gagné avec une chance extraordinaire. Non, tu peux le laisser là parce que une chance extraordinaire, parce que le Rallye Monte Carlo 81, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il commence avec la domination écrasante de l'Audi Quattro A2 d'Anno Nicolas. Anno Nicolas se prend un mur de neige avant. Ensuite, c'est la domination de la Porsche 911 turbo de Jean-Luc Terrier et des spectateurs de très, on va dire, d'une inconscience caractérisée, décident de faire abandonner la voiture en mettant une énorme plaque de verglas en plein milieu de la route avec des plaques de neige, etc. Et la voiture fait bombarder, il abandonne évidemment. Après coup, un duel s'engage entre les deux voitures qui restent dans la course. C'est la Renault 5 Turbo de Jean Ranetti et la Talbot Sunbeam Lotus de Guy Fréquelin. Et cette Talbot Sunbeam Lotus, ça sera la championne du monde des rallyes. Et elle est écrasée par la petite Renault 5 Turbo. Elles sont de la même catégorie. Et ça prouve que si la Renault 5 Turbo avait été engagée régulièrement en 1980, elle aurait été championne du monde. Encore une fois, Renault ne s'engage pas suffisamment dans ce qu'ils entreprennent. Quant à la Formule 1, en 81, c'est triste ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer pourquoi. 81, vous voyez ce truc un peu pâteau là, ça s'appelle une R20B. Avec une forme un peu de bec de canard, ou de bec d'aile, comme vous voulez. La R20B, c'est une voiture bancale, c'est une voiture qui marche mal, c'est une voiture qui n'est pas rapide, c'est une voiture qui se fait même battre par des voitures qui sont atmosphériques. Et pourquoi? Parce qu'en 80, il y a un changement de règlement et il y a l'interdiction des jupes coulissantes. C'est-à-dire que les jupes ne sont plus amovibles, les pontons de l'effet de sol ne sont plus amovibles. Et il faut trouver des solutions. Alors la plupart des concurrents ont l'idée de mettre un aileron avant monoplan sur les voitures. Et
puis Renault avait eu cette idée-là dans un premier temps. Ils avaient fait une RE20 qui marchait pas mal, puis une fois elle a mal marché, et ils ont arrêté le projet. Et ils sont revenus à un système conventionnel à moustache, comme si on avait des jus coulissants. Et ça ne marche pas avec des pelotons un peu arrondis, à soufflerie, etc. Non, laisse la parler pour l'instant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'A20B va durer jusqu'au Grand Prix de Monaco pour Arnaud et jusqu'au Grand Prix de Belgique pour les deux pilotes. Ça va handicaper énormément parce que le seul palmarès qu'elle va faire, c'est une 3e place en Argentine. Évidemment, vous comprenez qu'il faut faire une nouvelle voiture. La nouvelle voiture qui va devenir la Renault Elf Turbo, la plus victorieuse de l'histoire de l'équipe Renault Elf, dans ces 3 générations que sont A, B et C, sur les deux, parce que la C elle n'a rien à faire, elle n'a duré qu'un ou deux Grands Prix. Quand je dis 1 ou 2, c'est parce qu'il y en a une qui a duré 2 Grands Prix et l'autre, elle a duré, il y avait encore le coéquipier qu'on avait eu au Grand Prix suivant et l'autre avait déjà la nouvelle voiture. Je vous présente la RE30. La RE30, c'est un chef-d'œuvre de conception. C'est une voiture qui a mis du temps à se faire, mais quand elle est devenue performante, je vais vous dire que si ça avait été le début de la saison, elle les aurait toutes mis. Elle aurait mis une raclée à la concurrence. C'est une voiture, pour vous donner une idée, qui a commencé de façon tonitruante à gagner le Grand Prix de France en 1981, alors que personne ne s'y attendait, évidemment avec une chance extraordinaire, parce qu'il y a eu un orage en plein milieu de la course. La course a été faite en 2 parties, et Prost a choisi les bons pneumatiques en se disant je vais choisir des pneus slick, alors que Nelson Piquet, avec sa bravade BT49C, a choisi de prendre des pneus pluie parce qu'il pensait que la piste était encore mouillée. Il s'est donc fait réclamer, et par-dessus le marché, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que il y a eu également la boîte de vitesse qui était bloquée, qui empêchait la RE30 d'aller à son maximum, parce que c'est une voiture qui faisait 565 chevaux et qui était capable d'aller à 341,9 km en pointe à Silverstone. C'était la voiture la plus rapide de son époque, la voiture de Formule 1 la plus rapide de son époque, et il n'y avait plus du tout de temps de réponse. Elle était à 1000 chevaux en qualif. Et c'est typiquement la voiture de 1980. Vous avez l'aileron avant monoplan, les dérives verticales en aileron requin, c'est la plus aboutie. Et celle-là, elle est en version Grand Prix de Hollande 1981. C'est vraiment la plus aboutie qui soit. La voiture terminée, on va dire, mais elle est arrivée tardivement puisqu'on est le 30 août. Et la fin de la saison, c'est malheureusement le 16 octobre. Donc vous voyez, enfin c'est même le 2 octobre puisque c'est Las Vegas. Et là vous la voyez à Dijon, un petit peu moins élaboré. Vous avez l'aileron arrière Remonta en forme de U qui reste des anciennes RS10 et Renault, etc. Et puis vous avez l'ancienne décoration, la première jaune, noir, blanc. D'ailleurs cette décoration, je peux vous en dire un mot, parce qu'elle a énormément, dans un premier temps, la décoration de la toute première RE30 à Nogaro avait énormément déplu à Bernard Arnault, qui était sur le point de devenir PDG. Il était encore directeur général, il venait d'être directeur général, il allait être nommé, et il avait vu que le logo Elf était énorme sur la voiture et que le losange était minuscule sur le nez. Alors ça ne s'est pas passé, ça. Et donc il a demandé à un artiste, littéralement, de faire cette décoration, qui est unique en son genre, et qui lui donne un style hors du commun. Vous allez comprendre, je suis amoureux de cette voiture. Mais c'est une voiture vraiment exceptionnelle qui, hélas, complètement disparue. C'est une œuvre d'art à part entière. Plus qu'une voiture de course, c'est un chef-d'œuvre esthétique. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre pour ceux qui aiment l'art vasarien, je dirais. L'art de la symétrie absolue et l'art classique. Si on aime la symétrie, on aime cette voiture. Là, elle est en version Grand Prix d'Italie, dans sa version la plus aboutie, comme je vous le disais, Hollande d'Italie. Donc, c'est une voiture extraordinaire qui a, hélas, remporté que 3 victoires, mais qui aurait dû gagner le Grand Prix d'Angleterre, le Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix d'Autriche. En Angleterre, la pression du turbo a été trop supérieure pour que le moteur puisse le supporter, et du coup, il y a eu les soupapes qui ont gagné, alors que les 2 voitures avaient mis un tour au peloton, en gros,
et elles étaient largement en tête de Prost et d'Arnoux. En Allemagne, c'est un contour un limiteur de régime mal réglé qui couvrait 600 tours de trop sur la voiture de Prost, qui l'a empêché de gagner. Et en Autriche, c'est le basculeur avant-gauche qui a cassé sur celle de Prost, et comme M. Prost a voulu la voiture d'Arnoux, les deux voitures n'étaient pas bien réglées. Du coup, Arnoux avait des trains de tout le monde et il n'a pas pu résister à la pression de la Ligier GS17, pourtant moins performante, très nettement, de Jacques Lafitte. Donc, on comprend aisément que la R30 a joué encore une fois de malchance. Donc ça, c'est après. Fin de saison, elle est à son apogée. Victoire au Grand Prix de Hollande, en écrasant de main de maître la Williams W07C, qui est pourtant la championne du monde de la saison 81 des constructeurs, puisque le champion du monde des pilotes c'est Nelson Piquet, mais la championne du monde des constructeurs c'est Williams. Donc la W07C c'est celle qui avait mené toute la saison 81, c'était une domination écrasante, et elle l'écrase complètement avec toute son énergie au Grand Prix de Hollande. Puis alors à Monza, c'est même pas la peine. À Monza, Prost, c'est à la Jim Clark, c'est-à-dire qu'il prend la tête de la course, il amène deux bouts en bout, même sous la pluie. La course n'est pas arrêtée, à un moment donné, il pleut un peu, elle va arrêter. Et il gagne le Grand Prix, et il laisse ses adversaires tous derrière lui, et il met même un tour au champion du monde de Saint-Michel. Grand Prix du Canada, hélas, la course s'arrête dans la douleur, puisque Prost est victime d'une pluie, il a vraiment diluvienne et il n'arrive pas à bien voir, et du coup il se prend l'arrière de la Lotus 87 de Nigel Mansell, et la R30 a le nez avant coupé en deux, et puis pour Las Vegas, un autre problème, c'est qu'il sort d'une angine, il décide de changer ses pneumatiques usagées, il perd une place, il termine deuxième derrière Alan Jones, qui était le champion du monde antique de 1980. Voilà pour l'aventure de la première R30. Maintenant 82. 82 sur le chapeau de roue. Premier Grand Prix de la saison, et sa descendance, la R30B, gagne. Et en plus, on aurait pu avoir le doublé. C'est que Arnoux, il a cru que derrière, le pilote qui était derrière lui était un attardé, alors qu'en réalité, c'était le deuxième. Mais il a été perturbé, il faut le comprendre, parce que au départ, il a mené toute la course, toute une bonne partie du Grand Prix, la première moitié de la course. Ensuite, c'est Prost qui l'a doublé, et Prost a eu une des dérives qui a éclaté avec son pneu. Il est allé donc changer de pneumatique, il a repris la course sans la dérive manquante. Il a réussi à passer de la 8e place à la première place, alors qu'il avait un tour de retard. Il a gagné le Grand Prix, il a doublé Arnoux. Il était vert, son coéquipier. Alors là, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Et la R30B est entrée dans l'histoire, parce que c'est la victoire la plus extraordinaire qu'on ait jamais vue en Formule 1. Il faudra attendre 1983 pour voir quelque chose de presque semblable, à savoir les deux McLaren et le P4-1C de Niki Lauda et de John Watson, dans l'ordre John Watson et Niki Lauda, qui sont partis en dernière ligne et qui sont arrivés et qui ont fait doubler à la fin. À Long Beach, dans un circuit où il n'y a aucun dépassement possible, normalement. Ça, c'est essentiel. Alors, pour revenir à la R30B et à nos moutons, à nos turbo, on va dire, la R30B, elle a eu plusieurs configurations, un moustache, ou alors avec un nez carré, ou alors avec un nez sans moustache, par exemple. Ça, c'était pour les circuits rapides, parce qu'on revient, on change de règlement, les jupes fixes disparaissent au profit des jupes souples. Ça va entraîner des difficultés, parce que les voitures vont être faites un peu à la va-vite. Elles vont être plus dangereuses aussi, et on aura la mort de Gilles Villeneuve qui va, on va dire, et de Riccardo Paletti, qui va entacher la saison, ainsi que l'accident de Zipperman. Et Arnoux a presque failli y passer aussi, parce qu'au Grand Prix de Hollande, c'est le mur de pneus qui l'a sauvé, de blessures graves, voire pire. Alors la R30B est vue comme ça, avec sans élan avant, elle a été l'actrice d'un affrontement entre deux coéquipiers Prost et Arnoux,
lors du Grand Prix de France 1982. Et oui, parce qu'il va falloir attendre le Grand Prix de France, hélas, pour qu'après le Grand Prix d'Afrique du Sud, on ait à nouveau la victoire qui sourit à l'équipe Commonwealth. Pourquoi? Le Grand Prix du Brésil, il y a une victoire sur le tapis vert, parce que c'est déjà bien, ça fait 2 victoires. Parce que il y a des tricheries qui se mettent qui continuent. Oui, je ne vous ai pas dit, en 81, la FISA et la FOCA avaient triché au niveau de la garde au sol. La FOCA, si vous voulez, la FISA avait fait un règlement pour la sécurité des pilotes, de telle façon que les voitures ne soient pas trop rapides et n'entraînent pas trop de G, c'est-à-dire que les pilotes ne pèsent pas plus lourd que leur poids, que leur corps ne puisse le supporter. Or, Bernie Ecclestone avait trouvé une astuce avec son ami Gordon Murray pour la Brabham BT49C, qui a été reproduit sur la Williams ZW07C, c'est de Frank Williams et de Patrick Head, c'était justement l'idée d'abaisser la garde au sol à 3 cm uniquement au roulage, et quand il y avait les contrôles, elle remontait à 6 cm. Donc on peut considérer que l'équipe Commonwealth a été champion du monde en 81 si on disqualifie Williams et Brabham, puisque l'équipe Commonwealth était 3e en 81. Et dans ce cas-là, c'est Jacques Lafitte qui aurait été champion du monde des pilotes, et on aurait eu Alain Prost qui se serait retrouvé deuxième. Ça aurait été intéressant. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on le retient dans les tablettes, parce que si ça avait été fait comme ça, Bernie Ecclestone, vu qu'il était le grand argentier de la Formule 1, menaçait de faire courir ses écuries, on va dire, en dehors du championnat traditionnel, d'un championnat FISA, un championnat FOCA. Il faut savoir qu'il y a eu une course 100% FOCA, avec que des équipes britanniques, au début de l'année 80 à Calais, avant les accords de la FOCA, qui ont accordé Jean-Marie Balestre et Bernie Ecclestone sur ce règlement, et une course avec que des équipes FISA au Grand Prix de Saint-Marin 82, en réaction avec la décision de disqualification du Grand Prix du Brésil des écuries britanniques. Donc voilà. Et donc au Grand Prix de Monaco, pas de chance. Prost, Arnoux mène la course, il dérape, la voiture part dans le décor, et Prost, c'est ce qui lui arrive 2 tours et demi alors qu'il menait le Grand Prix. Donc on arrive au Grand Prix de France, les 2 pilotes s'affrontent. Prost a cette fois-ci des problèmes avec sa voiture, Arnoux n'en a pas. Arnoux refuse de laisser passer Prost alors que Prost peut être encore en mesure de gagner le championnat du monde. Prost en plus a joué de malchance la course précédente à Dijon au Grand Prix de Suisse, parce que à l'époque Dijon n'est plus officiellement le Grand Prix de France et a été racheté par la Suisse, parce que Dijon c'est un circuit qui est problématique pour les infrastructures de la Formule 1, et on commence à songer à s'en débarrasser au profit du circuit.